Bonjour, alors, avez-vous déjà entendu parler de l'amitié entre l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt et le président français Valéry Giscard d'Estaing? Leur relation étroite sur le plan politique a commencé à une époque où ils n'étaient pas encore des hommes d'État. Tous les deux occupaient auparavant le poste de ministre des Finances et partageaient déjà leurs idées sur l'Europe. Bien qu'ils aient eu des origines familiales différentes et appartenaient à des partis politiques opposés, le comportement et leurs objectifs politiques étaient très similaires. Giscard d'Estaing est issu d'une famille de la grande bourgeoisie et plusieurs membres de sa famille travaillaient dans le secteur financier. Schmidt est issu d'une famille de la petite bourgeoisie et a gravi les échelons du Parti social-démocrate. Tous deux étaient pragmatiques et rationnels. La France et la République fédérale ont toutes deux fortement ressenti les conséquences de la hausse du prix du pétrole au début de leur mandat. La crise pétrolière de 1973, consécutive à la guerre du Kippour au Proche-Orient, a provoqué une crise économique mondiale. Schmidt est devenu chancelier fédéral quelques mois plus tard, en 1974, et a conservé cette fonction jusqu'en 1982, lorsque le FDP, partenaire de coalition du SPD, a quitté le gouvernement. Schmidt a alors déposé une motion de censure constructive qu'il a perdue et de nouvelles élections ont dû être organisées. Giscard a également été élu en 1974 et est resté en fonction jusqu'en 1981. Dans la seconde moitié des années 70, la situation économique en Europe était en effet à nouveau catastrophique, après de nombreuses années, voire décennies. La production stagnait, l'inflation était élevée, le chômage augmentait, la dette publique augmentait également rapidement. La République fédérale souffrait de la dette extérieure élevée des pays en développement. Schmidt et Giscard menaient tous deux une politique de stabilité et d'austérité. Depuis longtemps, la stabilité monétaire était redevenue une priorité de la politique économique française. Le plan Barre intensifia cette politique en France en supprimant les subventions publiques et le contrôle des prix et en libéralisant les mouvements de capitaux. La deuxième hausse du prix du pétrole en 1979, en 1980, mit fin à tous les efforts des deux hommes d'État. De plus, les deux hommes politiques observaient avec inquiétude la politique paralysée des États-Unis, désormais incapables d'assumer leur rôle de puissance dominante. Le déficit croissant de la balance courante et dans le même temps la dépréciation du dollar jusqu'en 1980 aggravèrent la crise du système monétaire mondial. Les États-Unis n'étant pas en mesure d'assumer leur rôle de leader, Giscard proposa de réunir à intervalles réguliers les chefs d'État de 6 pays industrialisés, puis de 7 avec l'arrivée du Canada. Ce fut la naissance de G7, puis de G8. La première réunion eut lieu en 1975. Cependant, le premier projet réalisé par Giscard et Schmidt fut la création du Conseil européen, composé des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté européenne. Il devait se réunir tous les 6 mois, la première réunion ayant lieu en 1974.
Giscard et Schmitt étaient également amis dans leur vie privée et discutaient de politique pendant leur temps libre. Fin juin 1978, Giscard rendit visite à Schmitt dans sa maison privée à Hambourg, et c'est là que les deux hommes élaborèrent des plans pour un système monétaire européen, SME. Celui-ci fut adopté en 1978 à Bruxelles lors de la réunion du Conseil européen et entra en vigueur en mars 1979. Il fixa la marge de fluctuation des monnaies de la CE à 2,25% et créa ainsi l'ECU, l'unité monétaire européenne, comme monnaie parallèle. En 1981, une banque centrale indépendante devait également être créée, à laquelle seraient transférées les compétences en matière de politique monétaire. Le système monétaire européen était considéré comme le point de départ de la future Union monétaire européenne. Sous les gouvernements Giscard et Schmitt, non seulement la situation économique, mais aussi la sécurité en Europe était critique. Le conflit de la guerre froide entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, s'est intensifié au cours de ces années et la course à l'armement nucléaire entre les deux pays a atteint son apogée à la fin des années 70. Après plusieurs avertissements de Schmitt, selon lesquels les missiles nucléaires à moyenne portée de type SS-20 de l'Union soviétique mettaient en danger la sécurité de l'Europe occidentale, la double décision a été adoptée lors du sommet de l'OTAN en décembre 1979. En vertu de cette décision, il a été proposé à l'Union soviétique de retirer ses systèmes d'armes si l'Union soviétique faisait le même. Si elle n'était pas disposée à le faire, les États-Unis déploieraient des missiles à moyenne portée, missiles de croisière et Pershing II, sur le sol ouest allemand. Cette décision a également donné lieu à de grandes marches pour la paix en République fédérale. Les citoyens craignaient que leur pays ne se réarme. Pendant ce temps, les médias français attaquaient le mouvement pacifiste allemand, le qualifiant de national-pacifiste. Au cours des années 70, la République fédérale était exposée non seulement à une menace extérieure, mais aussi à une menace intérieure. Alors que le mouvement de 68 en France s'est éteint au début des années 70, il s'est poursuivi dans le mouvement des jeunes marxistes dans les années 70. La RAF, Rote Armee Fraktion, la fraction armée rouge, fait remonter sa création en 1970 à la date où les dirigeants de l'organisation déjà emprisonnés, Andreas Baader et Gudrun Ensslin, ont été libérés. La RAF, qui luttait également pour le déclenchement de la révolution mondiale, se considérait comme la continuation du mouvement de 68, ce à quoi les membres de ce dernier s'opposaient farouchement, soulignant qu'il n'avait rien à voir avec la RAF. L'organisation terroriste de gauche a atteint son apogée en 1977. Jusqu'alors, la RAF avait déjà commis plusieurs enlèvements, à commencer par celui d'un avion de la Lufthansa, incendier des grands magasins et attaquer des banques, ces deux derniers actes étant considérés comme des symboles du capitalisme, et ils ont tué plusieurs otages.
après une nouvelle tentative de négociation avec le gouvernement Schmitt afin de libérer des membres de la RAF emprisonnés. En échange de l'otage, le ministre du Travail, Hans-Martin Schleyer, ils ont tué le ministre lorsque Schmitt a définitivement refusé de négocier avec les terroristes. D'ailleurs, cette décision extrêmement difficile a causé à Schmitt des cauchemars tout au long de sa vie. L'automne allemand, comme on a appelé les mois de septembre et octobre 1977, en République fédérale, a profondément divisé la société. Et pas seulement la société allemande, mais aussi la société française. Le quotidien Le Monde a par exemple publié un article du dramaturge Jean Genet qui qualifiait la République fédérale de Schmitt de fasciste. La division sociale avait déjà commencé avec le décret radical de 1972. Celui-ci interdisait aux personnes membres d'une organisation jugée anticonstitutionnelle de travailler dans la fonction publique, par exemple comme enseignants ou fonctionnaires. Elles ne pouvaient ni postuler à ces postes ni les conserver. Ils devaient être licenciés. Les intellectuels de gauche français se sont rangés aux côtés de leurs compagnons d'armes et ont tenté de combattre les ennemis de la liberté, savoir Schmitt et son gouvernement. Revenons donc sur ce qu'ont apporté les années Schmitt et Giscard en tant que d'État au niveau européen. Tous deux ont mis en place le système monétaire européen, lancé le Conseil européen et par là même créé une monnaie commune, l'écu. C'est à leur initiative que la double décision de l'OTAN a été signée. Tous deux ont tenté de renforcer l'Europe sur le plan économique et sécuritaire face à l'affaiblissement de la puissance américaine. Leur amitié a survécu à leur mandat présidentiel et chancelier respectifs et ils se sont souvent rendus visite par la suite.